Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 28 juillet 2022. Et aujourd'hui, je vous parle un peu du troisième tome de ce qui devait être une quadrilogie, Les chemins de la liberté de Jean-Paul Sartre. Le quatrième tome ne verra jamais le jour, ainsi que plusieurs ouvrages de Sartre qui demeurent des ouvrages magistraux, mais tout de même inachevés, des ouvrages extrêmement ambitieux, qui n'ont pas trouvé leur parachèvement, leur réalisation ultime. Ainsi, Critique de la raison dialectique, tome 1, L'idiot de la famille, cette incroyable biographie existentielle de Flaubert en plusieurs milliers de pages, restera également inachevé, d'autant que Sartre aura passé 10 ans de sa vie à écrire pendant 18 heures en s'abîmant totalement la santé, en abusant d'amphétamines, à un point tel qu'il avait la langue pelée et qu'au terme de ses marathon d'écriture, songez-y rien qu'un peu, 10 ans, pendant 18 heures par jour, Sartre a abîmé sa santé et on lui faisait la remarque et Sartre disait que la santé n'était pas un capital à conserver, mais un capital à dépenser, qu'il ne fallait pas se ménager. Alors le sursis, c'est quoi le sursis? Ça se déroule en 1938. Nous sommes la conférence de Munich, suite à la crise des Sudètes. La deuxième guerre mondiale est sur le point d'éclater. Et il y a des négociations entre Chamberlain, Daladier et les représentants du Troisième Reich pour éviter cette deuxième guerre. On connaît la suite, la guerre éclatera. Mais c'est pas tant l'atmosphère, parce que ce qui se passe, donc ça se déroule en 3 jours, vous disais-je, et ce qui est frappant en relisant le sursis, en faisant le parallèle avec ce qui se déroule présentement en territoire ukrainien, l'agression russe, c'est le déni dans lequel nous sommes. Et de voir également nos dirigeants qui, eux, je pense pour eux, cette deuxième guerre mondiale est tout à fait présente dans les esprits. Et comme vous le savez, l'Union européenne des 27 a entre autres été formée à partir du fait qu'il ne fallait plus jamais connaître un tel massacre. 57 millions de morts, pour le rappeler, dont une partie importante sont d'origine européenne. Alors donc, cette atmosphère, qui est aussi une atmosphère de bon enfant, une atmosphère où on ne prend pas au sérieux, où on ne veut pas, où on fait mine de la prendre au sérieux, cette possibilité de guerre, eh bien, la lâcheté des uns et des autres, des Occidentaux, qui au fond s'accommoderaient bien du régime hitlérien, n'ont pas envie d'aller au casse-pipe. Le souvenir de la Première Guerre mondiale est trop vif dans les esprits. Alors on craint ceci. Alors oui, donc il y a une sorte, les gens vont quand même en vacances, il y a une sorte d'inconscience dans l'air, avec cet arrière-plan de tension qui monte. Alors, au terme de ces 3 jours, suite à la conférence de Munich, eh bien, tout un chacun croit, ou fait mine de croire, qu'enfin, la guerre sera évitée. Alors, le milieu que décrit Sartre, c'est un milieu d'intellectuels. C'est un milieu d'intellectuels dont un des personnages principaux, c'est Mathieu Delarue, qui est un personnage un peu falot, pusillanime, qui est toujours en train de se tâter, d'avoir des états d'âme, mais qui rêve en même temps d'actes éclatants, qui rêve d'accomplissements qui lui permettraient enfin de rédimer la médiocrité de sa condition,
qui rêve, il se voit plus grand que nature. Il se voit, mais il est rappelé à sa médiocrité. Il peine même à s'engager auprès de sa vieille amoureuse, qu'il traite plutôt mal. Et il peine également à convaincre une autre jeune femme, cette fois-ci, de vivre une aventure avec lui. Mais la jeune femme pressent que cet homme, faible et trop, j'allais dire, pas assez incarné, eh bien, elle pressent bien qu'elle ne pourra pas faire un véritable bout de chemin avec cet homme qui tergiversera sans fin d'un état d'âme à l'autre. Alors, il est question aussi de Jacques, il est question aussi de Daniel, qui est un homosexuel qui refuse sa condition. Et tout ce beau petit monde continue ses activités quotidiennes tout en étant quand même conscient que quelque chose de très grave se prépare. Mais au fond, ils n'ont pas vraiment envie d'être dérangés dans leur train-train. Alors, la technique qu'a utilisée Sartre pour ce deuxième tome, qui est tout à fait différent et du premier et du troisième, où ça se déroule à un rythme rapide, de là aussi le titre, le sursis. On pourrait penser qu'un sursis, c'était un sursis, oui, mais on pourrait penser que c'est une pause longue. Mais c'est pas ça, un sursis. C'est au contraire, c'est une pause où les choses s'accélèrent, et même s'accélèrent rondement. Alors, il a emprunté cette technique à John Dos Passos, cet écrivain américain, qui a écrit, entre autres, Manhattan Transfer, La Grosse Galette, un écrivain extrêmement important en son temps. Je ne sais si aujourd'hui on le relit autant. Donc, une technique qui s'appelait à l'époque, et qui s'appelle toujours, au fond, la technique, le simultanéisme, c'est-à-dire des personnages qui parfois ne se connaissent pas, mais dont la description, dont le déroulement de l'histoire se déroule en parallèle avec les autres personnages. Au cinéma, on appelle ça un cinéma choral. Hein, vous voyez, on voit les personnages vivre en parallèle au même moment et faisant chacun de leur côté des activités, et vient un moment où chacun va se retrouver en présence de l'autre avec son poids d'histoire, avec son poids de névrose, avec parfois son poids de désir. Alors j'ai cette impression, à la fin du mois de juillet, un mois de juillet caniculaire en Europe, j'ai cette impression que nous sommes en sursis. Alors je vais vous lire quelques extraits. Au milieu du pont-neuf, il s'arrêta, il se mit à rire. Cette liberté, je l'ai cherchée bien loin. Elle était si proche que je ne pouvais la voir, que je ne peux la toucher. Elle n'était que moi. Je suis ma liberté. Il avait espéré qu'un jour il serait comblé de joie, percé de part en part par la foudre. Mais il n'y avait ni foudre, ni joie, seulement ce dénuement, ce vide saisi de vertige devant lui-même, cette angoisse que sa propre transparence empêchait à tout jamais de se voir. Je ne suis rien, je n'ai rien, aussi inséparable du monde que la lumière, et pourtant exilé comme la lumière, glissant à la surface des pierres et de l'eau, sans que rien, jamais ne m'accroche ou ne m'ensable. Dehors, dehors, hors du monde, hors du passé, hors de moi-même. La liberté, c'est l'exil, et je suis condamné à être libre. Est-ce que être ce que je suis, être un pédéraste, un méchant, un lâche, être enfin cet immondice
qui n'arrive même pas à exister. Ne plus me soucier de l'air que j'ai, ne plus me regarder surtout. Si je me regarde, je suis deux. Être dans le noir, à l'aveuglette. Être pédéraste comme le chêne et chêne. S'éteindre. Éteindre le regard intérieur. J'ai compris alors qu'on ne pouvait s'atteindre que par le jugement d'un autre, par la haine d'un autre, par l'amour d'un autre aussi, peut-être. Il se mit à rire. Elle fronçait le nez avec application et ouvrait largement sa petite bouche pour en vomir les mots. Il l'écoutait à peine. Il la voyait. Un regard immense, un ciel vide. Elle se débattait dans ce regard, comme un insecte dans la lumière d'un phare. Il ouvrit les mains et lâcha prise. Cela se passait très loin au fond de lui, dans une région où les mots n'ont plus de sens. Il lâcha prise. Il ne resta plus qu'un regard tout neuf, sans passion, une simple transparence. J'ai perdu mon âme, pensa-t-il avec joie. Une femme traversa cette transparence, elle se hâtait. Ses talons clapotaient sur le trottoir. Elle glissa dans le regard immobile, soucieuse, mortelle, temporelle, dévorée de 1000 projets menus. Elle passa la main sur son front tout en marchant pour rejeter une mèche en arrière. J'étais comme elle, une ruche de projets. Sa vie est ma vie. Sous ce regard, sous le ciel indifférent, toutes les vies s'équivalaient. L'ombre la prit. Ses talons claquaient dans la rue Bonaparte. Toutes les vies humaines se fondirent dans l'ombre. Le clapotement s'éteignit. Je peux retomber dans ma vie. Rien ne peut m'ôter ce moment éternel. Rien. Il y aurait eu pour toujours cet éclair sec, enflammant des pierres sous le ciel noir. L'absolu pour toujours. L'absolu sans cesse, sans raison, sans but, sans autre passé, sans autre avenir que la permanence, gratuit, fortuit, magnifique. Je suis libre, se dit-il soudain, et sa joie se mua sur le champ en une écrasante angoisse. Un seul mot et tout change. C'est la petite mort dominicale, la petite mort en famille. Ah, pensa-t-il avec désespoir, pourquoi faut-il que je ne sois plus un enfant? Mathieu vint se rasseoir en face de Jacques. Jacques parlait, Mathieu le regardait et tout était si ennuyeux. Le bureau dans la pénombre, la petite musique de l'autre côté des pins, les coquilles de beurre dans le ravier, les bols vides sur le plateau, une éternité sans importance. Il eut envie de parler à son tour, pour rien, pour ne rien dire, pour briser ce silence éternel que la voix de son frère ne parvenait pas à percer. On est malheureux, dit-elle, quand on a froid ou qu'on est malade ou qu'on n'a pas de quoi manger. Le reste, c'est des vapeurs. Ici, c'était la paix. Il y avait des vitrines, des objets de luxe à l'étalage, des étoffes de couleurs, des glaces pour se regarder, tout le confort.
Les gens avaient l'air tristes, mais c'était de naissance. Pourquoi se battraient-ils? Ils n'attendaient plus rien, ils avaient tout. Ça devait être sinistre de ne rien espérer, sauf que la vie continua indéfiniment comme elle avait commencé. Te casse pas la tête. La guerre, la paix, c'est égal. C'est égal, dit Jacques, étonné. Va donc dire ça aux millions d'hommes qui se préparent à se faire tuer. On dirait bientôt les soldats de 38, comme on disait les soldats de l'an 2, les poilus de 14. Ils creuseraient leur trou comme les autres, ni mieux ni plus mal, puis ils se coucheraient dedans, parce que c'était leur lot. Allez, une petite dernière. On va y arriver. La fameuse citation où la paix est trouvée, il faut que je vous la trouve. Je vais y arriver. Donnez-moi quelques secondes. C'est ce qu'on y trouve en 4e de couverture. L'avion s'était posé. Daladier sortit péniblement de la carlingue et mit le pied sur l'échelle. Il était blême. Il eut une clameur énorme et les gens se mirent à courir, crevant le cordon de police, emportant les barrières. Ils criaient « Vive la France! Vive l'Angleterre! Vive la paix! » Ils portaient des drapeaux et des bouquets. Daladier s'était arrêté sur le premier échelon. Il les regardait avec stupeur. Il se tourna vers les geais et dit entre ses dents « Les cons !» Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien et à demain.